Au pays des cratères est présenté par la Fabrique culturelle de Télé-Québec en partenariat avec Transistor Média. Cet épisode contient des sujets reliés aux conséquences de la colonisation pouvant raviver des traumatismes. Nous préférions vous en avertir. Vous allez entendre des propos en anglais, en français ainsi qu'en Anishinaabe-Mowin, dans le but de laisser les intervenants et intervenantes s'exprimer dans la langue qu'ils et elles étaient le plus confortable. Val-d'Or, très tôt le matin. La maison dans laquelle j'ai grandi est sur une petite rue tranquille. C'est une rue qui ressemble, en apparence, à n'importe quelle autre rue d'une banlieue ou d'une ville du Québec. Des bungalows côte à côte avec de belles pelouses vertes. Mais si on va au-delà des apparences, c'est une rue particulière. On pourrait même dire que si tu vas sur la rue de mes parents, tu peux avoir une bonne idée de comment ça se passe entre autochtones et allochtones en Abitibi. La rue est littéralement divisée en deux. D'un côté du panneau stop, il y a nous. De l'autre, il y a eux. Les seules fois où on se côtoyait, c'était dans l'autobus scolaire ou à la patinoire qui se trouvait sur le coin de la rue. Le même scénario se répétait en ville, sur la Main, à mon école secondaire. On a déjà joué ensemble dans des équipes de hockey, puis j'en garde des bons souvenirs. Mais après la fin de la 3e période, on retournait tous de notre côté, sans plus d'échanges. À l'époque, j'étais trop jeune pour vraiment comprendre la source de ces divisions-là. Mais c'est drôle parce que c'est encore en quittant la région que j'ai commencé à m'informer là-dessus. Même si aujourd'hui on occupe ensemble le territoire, on le voit pas de la même manière. Dans le cadre de ce balado-là, ça me semblait juste évident d'aller à la rencontre de ceux et celles qui l'ont vu changer drastiquement il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je trouve ça quand même délicat d'aborder cette réalité-là parce que moi, je l'ai pas connue. Je sais pas je suis qui particulièrement pour provoquer cette rencontre-là, mais des personnes de ces communautés-là ont généreusement accepté de me partager comment ils ont vécu sur l'Anishinaabe avant la colonisation, comment ils perçoivent son exploitation et surtout, comment ils entrevoient son avenir. Extrait d'articles de journaux concernant les projets d'extraction de lithium de l'entreprise Sayona. La minière Sayona Mining développe actuellement 3 projets de mines de lithium en Abitibi-Témiscamingue. Sayona veut lancer le projet Tanzim qui vise à extraire du lithium sur le territoire de la communauté de Winway. Lithium Amérique du Nord, situé à la corne entre Val-d'Or et Amos, ce complexe minier fait partie d'un important pôle de lithium dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue qui inclut aussi le projet Autier. Situé à 30 km d'Amos, le site du projet Autier est consacré à l'extraction de minerais contenant du lithium. Sur les 3 projets de mines de lithium qui sont en développement en ce moment, il y en a 2 qui se trouvent tout près de communautés Anishinaabe. Les 2 seraient des projets de mines à ciel ouvert. Il y a le projet Autier, qui se trouve pas loin au sud de Picodan, puis il y a aussi le projet Tanzim, qui est à quelques kilomètres de la communauté de Lone Point First Nation à Winway. La communauté se trouve sur le bord du lac Simard, et la fosse serait juste de l'autre côté du lac. Même si j'avais lu des articles puis entendu un peu des rumeurs sur les points de vue de certaines communautés, le mieux c'était d'aller directement sur place pour prendre le pouls de la situation. On a donc commencé par se rendre à Picodan, une communauté Anishinaabe qui est collée sur la ville d'Amos. Des aînés de la communauté ont accepté de nous rencontrer pour nous parler de leur relation avec le territoire. Je me suis dit que ce serait un bon point de départ. Les questions qui tuent. Arrivé à la maison des aînés, on s'est tous placés en cercle avec un bon café, puis on a tout simplement commencé par se présenter. Moi, c'est Tom Mapaché. Alex Robertshaus. Oui, moi, c'est Julie Mouat. Fred Kistabiche. Rachel Kistabiche. Moi, c'est Joseph Tigeau. Anna Mapaché. Oui, André Mouat, Néznek Kazan. Je m'appelle Rose Mapaché. Moi, c'est Toby Kistabiche. Edouard Kistabiche. Moi, je suis le frère de Toby. C'est comme ça que, quelques minutes plus tard, un peu intimidé,
J'ai bégayé une première question. J'aimerais juste peut-être vous entendre sur c'est quoi votre rapport au territoire? Il y a eu un long silence. Du coin de l'œil, je voyais Anna Mapachi qui écrivait dans son cahier. Après quelques tours de parole, elle a levé la main. Pour moi, mon territoire, c'est mon identité. C'est ma richesse. C'est ma place. Même si on nous a donné un petit lopin de terre pour résider maintenant dans notre communauté, pour moi, mon territoire, c'est mon héritage. Alors, il faut toujours que je l'active. Toujours que j'active mon territoire. C'est mon lieu de connexion plus profonde avec la nature, avec la mère Terre, la connexion avec mes ancêtres. Quand je suis sur mon territoire Nupemik, la nature nous parle. Je respire la bonne air. Pour moi, vivre dans ma communauté ici, là, Picogan, parfois j'étouffe. Alors j'ai besoin de m'évader, d'aller dans mon territoire. Parce que c'est précieux, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Puis on est des gardiens et des gardiennes de territoire. Ce sera toujours comme ça. Miigwech. Après ces paroles-là très puissantes, d'autres aînés ont partagé leurs pensées. La rencontre a duré plusieurs heures, dont je vous partage quelques extraits de leurs témoignages. J'ai des très bons souvenirs quand je suis enfant. Quand j'étais enfant, dans le bois, en forêt avec mes parents, j'ai appris l'Anishinaabe chez nous avec mes parents. Puis je me rappelle, quand je suis arrivée en ville, je parlais pas du tout le français. Mais moi, c'est mon lieu de refuge, là, tu sais. Puis quand j'y retourne là encore aujourd'hui, c'est des souvenirs qui reviennent. C'est comme si j'allais retrouver mes parents en forêt. Je suis venu monter au lac Abitibi, au bord du lac. Puis j'ai grandi sur le territoire traditionnel. J'ai quitté, j'avais quasiment 10 ans. Mon père, il m'a dit, toi, quand tu vas être grand, la fourrure, elle ne sera pas assez payante. Il dit, c'est pour ça que je t'amène à l'école à Saint-Marc, c'est pas loin, là. L'école dont Fred parle, c'est le pensionnat de Saint-Marc-de-Figuerie qui n'existe plus depuis 1973. Plusieurs aînés de la communauté ont été forcés d'y aller et ont été coupés de leur lien avec leurs parents, leur culture et le territoire. Il y a des choses que j'ai pas aimé, là. J'ai prié, ça n'a pas de bon sens. Ils nous réveillaient. Bon, Fred, viens, c'est comme servant de messe. J'étais 5-6 ans à l'école ici, là. Mais comme d'autres aînés qui sont allés au pensionnat, Fred a réussi à garder sa culture vivante. Il l'a même transmise à sa femme Rachel, une allochtone qui a adopté le mode de vie et la culture Anishinaabe. Je connaissais pas ça avant. Mon père était pas chasseur, était pas pêcheur. J'avais jamais couché dans une tente. Puis j'ai tout appris ça il y a 50 ans avec mon mari. Puis oui, c'est vrai, c'est un apprentissage. Je connais des choses, je suis capable d'ouvrir l'orignal. Quand on s'est mariés en 71, elle parlait pas un mot algonquin, elle parlait pas un mot en anglais non plus. Aujourd'hui, parle-y pas de mal en algonquin d'elle, elle va te répondre. J'ai vécu dans le bois, moi aussi, quand j'étais jeune, dans le bout de Joutel. Ils appellent ça Kalkishkayak. Après ça, on est allé à Clova. C'est de là que je suis partie pour aller au pensionnat. J'étais 8 ans au pensionnat, puis moi aussi, j'ai trouvé ça dur, le pensionnat, mais je m'arrête pas là. Tu sais, je continue quand même, là. Puis je me retrouve beaucoup quand je vais dans le bois. Mais aujourd'hui, on peut pas y aller tout seul parce que c'est plus dur pour nous autres, moi et mon conjoint, parce que c'est trop pesant, ça. Nous autres, on n'a plus de force, là. Joseph Thigeault, lui, est né à Rapid-7, mais il a eu à bouger énormément parce qu'il a travaillé un peu partout sur le territoire. Après le pensionnat, il m'a envoyé à l'école
À l'école de métier, moi, j'ai appris l'électricité. Je suis électricien maintenant. Je suis resté à Cadillac. C'est là que quand j'ai travaillé des mines après ça, sous terre. J'étais là pendant 12 ans. Ensuite, quand ils ont changé de compagnie, toute la gang sont partis. Moi aussi. Et maintenant, je suis pauvre. Toby Kistabich aussi a travaillé dans les mines. Quand il parle de l'intimidation, là, moi, j'ai eu ça. Pour les autres, un autochtone, ça sert à rien. T'es un Indien, tu sais faire des affaires, toi. Un Indien, ça sait pas faire partir un auto, un truck, un train. Ça m'a fait blesser. J'ai ramassé mes affaires, j'ai monté en surface. Une demi-heure plus tard, un des gars, il est revenu. Il dit, je m'excuse, des fois, les gens, ils blessent tout le monde, tu sais. Plusieurs aînés nous ont aussi parlé sur place de comment ils ont vu changer le territoire. Notre territoire, il est très, très magané. Quand c'est pas les bûcherons, c'est les mines. L'eau aujourd'hui, là, où ce que je suis, là, il n'est plus buvable. Il y a comme sa surface, il y a de l'huile. Moi, il faut que j'amène de l'eau à cette heure pour aller sur mon territoire pour que je puisse le boire. C'est ça que ça nous fait mal de voir ces choses-là. Ce matin, j'ai fait un bout dans le bois. Tout ce que j'entendais, c'était les oiseaux qui chantaient. Parce que depuis l'année passée, qu'ils sont partis, ces petites bêtes-là. Là. Mais malheureusement, il y a des oiseaux qui ne retrouvent plus leur territoire. C'est tout dévasté, comme nous autres. On n'a jamais vécu comme ça. Là. On est un peuple nomade. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de la misère. Moi, j'ai de la misère de rester ici. Mais je retourne souvent dans le bois. Il y a juste la période de pensionnat qui m'a coupé du territoire. Les 8 ans que j'ai passé au pensionnat, j'ai pas été une seule journée, je pense, sur le territoire. C'est juste une fois, sorti en 64, que j'ai commencé à y aller, mettons, les fins de semaine. Mais je pense que ça va être important, les gens de notre âge, de transmettre l'histoire de notre territoire. Puis quand on parle de territoire, ça englobe tout. C'est important, puis ça va faire partie de la survie de notre culture. Parce que quand on est dans le bois, on retrouve toutes nos valeurs. Je trouve ça important qu'on puisse occuper notre territoire justement pour l'apprentissage, pour vivre notre culture à nous. Nos enfants, ils vont bénéficier. Bien, c'est-à-dire, ça va être leur héritage qu'on va leur laisser. Le territoire, ça ne nous appartient pas, c'est juste prêté. C'est pour l'autre génération. Ça a toujours été dans la mentalité de nos gens. Mon père me disait ça. Agwaki, pizza gade ngin ajako daga benoji jigige ajako mamade de oui no ajako kada no kedovan. L'arbre que tu viens de planter, c'est ceux qui vont grandir, après ça il va mourir, après ça tu vas faire pousser d'autres choses. C'est de même qu'il faut penser. Les choses que tu vois, le territoire, il ne m'appartient pas et c'est pour la prochaine génération. Donc, il faut faire attention à ce qu'on nous est prêté. Les rivières, les arbres, les lacs, les animaux, tout ça. Là. Je me sens très riche de cette chance que j'ai eue de vivre ce mode de vie-là. Moi, je voudrais juste que mes petits-enfants puissent connaître ce qu'on connaît dans le moment. C'est sûr qu'après une rencontre comme ça, il n'y a pas grand-chose à dire à part plusieurs miigwech. Après ça, j'ai eu besoin de me déposer, d'avoir un temps pour absorber tout ce qui avait été dit. J'avais l'impression d'avoir entendu des géants me parler. Fait que je suis allé sur le bord du fleuve Aritana, puis j'ai sorti l'enregistreuse. Dans le cadre du balado,
On voulait prendre le temps d'enregistrer des sons comme ça, qui font aussi parler le territoire. C'est un peu une façon de m'en rapprocher, de le voir différemment en faisant attention aux petits détails, puis d'essayer de mieux le comprendre. Puis de vous le partager aussi. Extrait d'un communiqué de presse du secrétariat des relations avec les Premières Nations et les Inuits. Le ministre responsable des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Québec et la Première Nation Abitibi-Winni avaient conclu une nouvelle entente. Celle-ci a notamment pour but d'établir les bases d'une nouvelle relation entre les parties, fondée sur une attitude d'ouverture, de partenariat et de coopération. L'entente établit un cadre qui facilitera les négociations entre les parties sur une série de sujets d'intérêt commun, dont les aires protégées, la foresterie, des mécanismes de consultation et le développement économique de la communauté. L'entente prévoit le versement d'une contribution financière dans un fonds établi et géré par la Première Nation Abitibi-Winni. Les parties poursuivront les discussions en vue de déterminer d'autres possibilités qui permettront à la communauté de profiter davantage des retombées économiques de l'activité minière. Le Conseil de Picodan semble avoir négocié et signé des ententes avec des minières et le gouvernement. J'étais curieux de savoir comment ça se passait, ces collaborations-là. Fait qu'on est allé en discuter avec Benoît Trotteau, directeur du service Territoire et Environnement à Picodan. Le lien entre l'industrie minière au niveau de l'exploitation s'est amélioré. C'est beaucoup amélioré au travers des années. On a réussi à faire valoir des points. Maintenant, on a des ententes sur les répercussions et avantages. Puis étant donné qu'on a déjà des ententes actives, les autres le savent. Puis chaque entente devient un précédent aux nouvelles ententes aussi, là. Ça ressemble à quoi, généralement, mettons, les retombées? Présentement, il y a quand même beaucoup de gens de la communauté qui vivent du domaine minier, que ce soit par les entrepreneurs de la communauté qui travaillent sur, exemple, les rehaussements de digues, qui travaillent à l'exploration minière via une compagnie de forage, via des compagnies de construction qui peuvent faire de l'entretien, tu sais, tout ce qui est dans le grand domaine minier. Il y a quand même beaucoup de familles qui vivent de ça ici dans la communauté. Puis pour la communauté aussi, à travers les ententes, il y a des points au niveau de l'employabilité, des retombées, des commandites, puis de la scolarisation, entre autres, là. Il y a quand même eu des belles initiatives entre l'entreprise qui a la mine à la corne, puis qui a le projet routier, puis la communauté ici. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ben, je vais vous dire ce que je peux vous dire. Il y a des négociations qui ont lieu entre la Première Nation Abitibi-Winni et Sayona concernant les deux projets miniers. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le projet Hautier? Bien, le projet Hautier, c'est un gisement de lithium, tu sais, qui a été conduit par différents promoteurs dans les dernières années, puis surtout par Sayona maintenant. Il y a des études d'impact environnementaux qui ont été faites à la base sur un projet complet de mine. Maintenant, le projet Hautier va devenir plus quelque chose qui va ressembler à une carrière, une fosse, puis il n'y aura pas beaucoup d'installations minières parce que les nouvelles études y emmènent le traitement à la corne. Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à ce projet-là? Bien, il y a des inquiétudes demeurent. La qualité de l'eau est quand même un enjeu. En tout cas, les spécialistes en hydrologie nous disent qu'il n'y a pas vraiment de danger. Mais ça reste l'exploitation minière à ciel ouvert. C'est un autre gros trou là, qu'on a. Le monde minier n'aime pas dire le mot trou, là, mais au bout de la ligne, c'est un trou. Ça. Le feeling de la communauté ici, ça ressemble à quoi par rapport à ce projet-là? Je te dirais qu'il est partagé. Certains sont contre, certains sont pour. Certains
espèrent avoir du développement en lien avec ça, au niveau personnel, au niveau professionnel. Fait que, puis d'autres sont inquiets, d'autres trouvent qu'il y a trop d'exploitation qui est faite sur notre territoire. Je suis en partie en accord avec ça aussi. Il y a vraiment une grosse industrialisation sur notre territoire. Fait que non, j'ai pas de réponse précise à donner. C'est pas tranché. Une couple de jours plus tard, l'ancien chef de la communauté de Lone Point First Nation, Steve Mathias, est venu me rencontrer chez mes parents à Val-d'Or. On fait un party hier soir, On est rendu tranquille, c'est party. C'est lui qui était en poste quand l'exploration du projet Tanzim a commencé. Vers 2019, les gens de Sayona nous avaient contactés. Ils nous avaient dit comme quoi qu'il y avait un projet de forage qu'eux autres envisageaient de faire au nord du lac Simard. Ça se situe sur le territoire ancestral de la Première Nation de Lone Point, un territoire qui est non cédé. La communauté a eu, par l'Assemblée, manifesté un intérêt d'être activement impliqué dans le projet. Ils ont engagé, je crois, 5 ou 6 gens de la communauté. Et la dernière fois qu'ils ont venu, c'était à la fin des travaux. Et c'est là qu'ils m'ont mentionné qu'ils avaient été très satisfaits des services des gens de la communauté et qu'ils étaient aussi agréablement surpris des résultats. Ce qu'est-ce qu'eux autres estimaient avoir trouvé un site là, qui était assez riche en lithium. On a fait la demande qu'ils nous partagent le rapport du laboratoire. 1 an après, c'est là qu'ils ont revenu, puis là, c'était des nouveaux gens. Ils nous ont dit comme quoi qu'il y avait une proposition à nous faire. Et il y avait aussi une entente qu'ils voulaient signer avec la communauté. Moi, j'avais demandé, j'ai dit, le rapport technique du laboratoire, j'ai dit, on ne l'a toujours pas reçu, puis on aimerait le recevoir. C'était assez précipité, leur présentation. Ils se lançaient déjà là, de créer une mine à ciel ouvert au site là, de Tanzim. Et c'est là que ça a eu une grosse réaction au sein de la communauté, compte tenu de la proximité de la rivière des Outaouais, du lac Simard et de la communauté de Wonowe. Ça risquait là, de vraiment avoir des impacts négatifs sur la qualité de l'eau. Et c'est tout ça, là, qui a véhiculé dans la communauté pour dire comme quoi qu'on est mieux de se lever maintenant que de le faire trop tard. On a fait rapport à ça à Sayona. On a eu quelques rencontres par après. On n'a pas eu beaucoup de suivi par après. On apprend par après comme quoi que Sayona achète plusieurs claims qui faisait tout le nord du lac Simard et jusqu'à Wonowe et à l'est de Wonowe. Ça doit être pas mal intéressant qu'est-ce qu'ils ont trouvé parce que là, avec l'ampleur des claims qu'ils ont achetés et qui ne veulent pas nous partager l'information, c'est un manque de transparence et c'est de là que la méfiance a pris plus d'ampleur. On a coupé les liens de communication avec eux autres jusqu'à je dirais cet hiver, jusqu'au mois de février probablement. C'est là que le gouvernement du Québec a proposé de jouer un rôle de facilitateur, d'amener la communauté et Sayona dans une rencontre virtuelle. Et le nouveau conseil ont accepté, ils ont dit OK. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait des nouveaux gens sur le bord de Sayona. On a eu, je dirais, une rencontre assez respectueuse. La journée même, ils nous envoient dans la soirée le rapport qu'on avait demandé. Et depuis ce temps-là, on a des contacts sur une base à tous les semaines pour voir là, comment on peut respecter la nation Anishinaabe de Lone Point. On a encore beaucoup de chemin à faire. Où qu'on en est aujourd'hui, c'est qu'il nous reste à faire un rapport à l'Assemblée générale. C'est pas le chef, c'est pas le négociateur, c'est pas le conseil
qui peuvent prendre d'autres engagements, qui peuvent aller à l'encontre de la décision qui avait été prise par l'Assemblée générale. Pas longtemps après, on s'est rendu directement dans la communauté de Lone Point, à Winway, pour parler aux membres sur place. Winway, c'est au Témiscamingue, à 110 km au sud-ouest, à mi-chemin entre Val-d'Or et Ville-Marie, si tu prends le chemin par le sud. Mais cette route-là, c'est pas la plus facile à prendre. Fait même si c'est pas la première fois qu'on y va, il y a toujours un petit stress quand on passe par là. Par exemple, la première fois qu'on y est allé, à l'automne 2022, il y avait une partie de la route qui avait été emportée par la pluie. La deuxième fois, en hiver, le chemin était pas déneigé. Puis là, c'était le printemps. Élise et moi, on se le disait pas, mais on s'imaginait très bien qu'on risquait de tomber sur une petite surprise. Shit. À 30 minutes d'arrivée, la route était inondée. Il y avait même un gros VUS coincé dans l'eau, son moteur noyé puis stallé là. Oh, shit. Ah, fuck. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y avait pas de réseau pour demander de l'aide, puis il n'y avait pas d'autres routes qu'on pouvait emprunter pour arriver à temps non plus. On va-tu voir si on est capable de passer? Ouais. Puis là, de nulle part, il y a un pick-up qui est arrivé puis qui a traversé l'eau du reculon pour venir nous voir. Le conducteur, Steve, a baissé sa fenêtre puis nous a demandé si c'était nous, les Montréalais qui s'en allaient faire un podcast à Winway. On devait avoir des yeux de chevreuil au milieu de la route. Puis encore plus quand Steve nous a proposé de laisser notre char là puis d'embarquer avec lui. On a laissé l'auto sur le bord du chemin, puis on a traversé la rivière avec Steve à toute vitesse, à reculons. Je vous le jure, l'eau montait quasiment jusqu'aux fenêtres du pick-up. Mais ça a passé. Steve, c'est un allotone marié à une Anishinaabe de Lone Point First Nation. Avec sa voix éraillée, il s'est amusé à nous dire qu'il est tellement blanc que son nom de famille, c'est Leblanc. C'est pas une blague. Il nous a expliqué que la route était inondée à cause d'un barrage de Castor, mais que ça devrait être arrangé dans une couple de jours. Ça n'a pas été long qu'on est arrivé à Winway, sain et sauf, puis presque à l'heure. Merci Steve, puis félicitations au Castor pour son barrage très efficace. Hey, Grandma's here! Steve nous a ensuite déposé chez Diane Paulson, une aînée de la communauté. On l'avait déjà rencontrée quelques fois avant de venir enregistrer ce jour-là. Diane a toujours été super généreuse et accueillante avec nous. Pour commencer, elle nous a proposé de faire un tour de la communauté en auto. So that's the school. That's the Elders Center. Okay. That's our church. Elle nous a ensuite amenés au barrage hydroélectrique qui est collé sur le village. My dad used to work here. Oh, yeah. In his younger days, yeah, when they first built, after they built it down. Because it was built to provide electricity to a mining company in Belterre. Not for the community. No. We always tried to purchase it, you know, but they never wanted to sell it to us. This company made an offer, so we bid $1 higher and they refused us. La vue est quand même impressionnante. Le courant ce jour-là est très fort. Ça fait longtemps que la communauté de Winway veut devenir propriétaire du barrage pour être autonome dans son alimentation en électricité. Mais jusqu'à maintenant, ce projet-là n'a jamais fonctionné. Même si le barrage était installé en plein cœur de la communauté, sans consultation, pour alimenter une mine. Après ça, on s'est retrouvés au boardroom avec Diane et Henry Rogers, le chef actuel de Lone Point First Nation. Diane nous a raconté qu'avant, la communauté a été relocalisée à 3 occasions. La dernière fois, c'était à Sandpoint. You know, my grandparents, they had to move because of another hydro dam that was being built in Angli, washed away too a lot of, you know, it had an impact on the people living there at the time. Our grandparents, our ancestors saw coffins, you know, sticking out from the ground. So, yeah, it's been an interesting time for our people, I guess, moving and always moving. J'imagine que des événements traumatisants comme ça s'oublie pas puis ça marque les esprits. C'est peut-être pas ça qui te donne confiance tout de suite envers d'autres compagnies et industries, que ce soit l'hydro, la foresterie ou les minières.
surtout quand il n'y a pas de consultation. J'ai demandé au chef Henry Rogers si aujourd'hui ces pratiques-là avaient changé, puis si la situation s'était un peu améliorée. The mining companies coming around the area and destroying the land, perhaps, is very strong in the mind of the community. However, in the last few years, I think it hasn't changed much, except for the fact that the mining companies now, I guess, need some kind of consent. So this makes it difficult when you're trying to get a precise perception of the relationship between the community and the mining companies. We have two different views on how we see the land. So one is more of a nature and a spiritual point of view. The other one is more of a financial point of view. So they're both conflicting. And so coming from a First Nations point of view, I understand where the community is coming from as well. And I guess where the partnership is tied, I guess, to somewhat to the government. So there's a working collaboration between those two. At times we feel that we're on the outside looking in. So it makes it for a situation where it's not favorable, I guess, to the community of Long Point. On a ensuite discuté de la situation des claims miniers qui entourent la communauté, qui ont été achetés par plusieurs compagnies minières différentes. As far as we know, that there are only 3 claims, I guess, that are not claimed, and that's on community land. That's a big concern for us. It's how to address those land claims that are all around us. Probably if they could claim the sky, they probably would do that too. So without prior consultation, basically that means that the community is not recognized as the holders of the territory. So it makes it difficult for anyone to have a constructive dialogue. De son côté, Diane semblait pas convaincue du discours environnemental qui entoure les projets de lithium. In my mind, it's an issue of financial gain for big corporations. And, I think it's always been that way. The rich people want to get richer. That's what it's all about. In my view, anyways. From what, I understand, lithium mining is, it has really negative effects on the environment. I guess on the water, will have negative effects on the water. A lot of our women in our community, they know that they have the responsibility to be water protectors. And so it's very concerning for the women in our community when we think about lithium mining. We're dependent on life, on Mother Earth to survive. So, it brings questions to my mind. What's the priority of society in general? Le Bureau des ressources naturelles nous a ensuite ouvert ses portes pour qu'on s'installe un petit studio ouvert à tous. C'est Frank Paulson, un artiste peintre de la communauté, qui est venu cogner le premier. In 1997, I committed a crime and I went to prison. And I was suffering from alcoholism and drug addiction. And during my time there in a federal institution, I began painting. So when I got released from prison, 3 months after, I was doing my first exhibition in Toronto. So I've never stopped since, and that's over 30 years now. C'est avec la peinture que Frank Paulson s'est reconnecté à sa culture, qui est aujourd'hui profondément ancrée en lui. That's why I'm here today, because I just expressed my opinion on. I'm 110% against any mining on our traditional land here. There's not only lithium, there's gold here as well, and they want to open a mine. I said, it's gonna be all right because it's open mine, and everything's gonna be electric, all electricity, the machinery is electric. No, but still,
the problem still exists. Yeah. You call it progress, you know, but I call it destruction. On a ensuite reçu la visite de Mike Wabagayjig, un enseignant à l'école secondaire dans la communauté. Right there where the Ottawa River meets Lac Simard is this place that has a known lithium deposit in the form of some spodumene. They want to do it as an open pit, which, I mean, is the cheapest model. It's not the most ecologically sensitive model. It's just the cheapest thing. Capitalism, you know, if you keep it cheap, you maximize your profits. So of course, they're going to say, we got to go open pit. But anyways, open pit and then a lifetime of remediation. This is what I've been cautioning community members on. Like, there is an economic opportunity here, but perpetuity of cleaning up isn't worth it. Mining, it's an extractive resource. It takes. And, you know, part of the struggle of Indigenous relations and settlers is how can we share and take and benefit together. But mining is very capital intensive, and our little communities don't have that capital, so often we just get told that mining's happening. Do you feel like mining companies, they know they are on unceded land? Yeah, I'm glad you brought up unceded. I mean, jurisdiction, it gets a little bit hazy. The Wet'suwet'en out in British Columbia, they kind of reminded people that if there isn't a treaty for the land, then title is still held by the Indigenous people, and it was never extinguished. So Wet'suwet'en reminded Canadians and mining companies that, oh yeah, we got to reconcile with Aboriginal title. And what does that look like? We are 100% on unceded territory. And so now these companies, they're actively reaching out to us to see if they can form partnership. So we're seeing them approach us instead of it coming after the fact. So that would be the changes I've seen in the last 4 years. Mais pour Jimmy Hunter, qui est né en territoire et qui a été élu chef de la communauté dans les années 70 à seulement 22 ans, la consultation a ses limites. It doesn't matter what we say, they're going to go ahead anyway. Doesn't matter if we're against it or not. That's what consultation means. I'm one of the lucky ones to have lived that kind of lifestyle off the land. And that's why I say today, when we come to decide what's good for us, you know, what's good, is the mining good for us? You and me, you know, we're older people now. Well, you guys are still young, but we understand better the damage of the environment that can do and all that. But will those young people today understand that? If I understand this mine is going to produce batteries, electric cars and all that other stuff then, even though they say it's going to be for the future, but do we destroy the environment for the future? Is that the cost of having a greener future? I don't know. Wenaway is surrounded by beautiful lakes, surrounded by beautiful rivers, and it's abundant with nice fish, pickerel, pike, you know, sturgeon. And if it's going to affect the water system, the lake system, or whatever, what happens if all that disappears? Je sais que ça disparaîtra pas tout demain matin, mais si on n'arrive pas à trouver des solutions à temps, c'est ça qui nous attend? Un pays comme ici où on n'entend plus les oiseaux, où le vent siffle plus dans les arbres, où les rivières asséchées sont maintenant silencieuses. C'est sûr que ça peut paraître exagéré, mais j'espère qu'on se rapprochera même pas un peu de ce monde-là. De retour à Picogan,
on est allé marcher avec Darren Germain, qui est chargé de projet à l'administration dans la communauté. Ouais, j'aime ça, venir me promener ici durant les pauses. Darren est Ilnou, de Mashtoyats, au lac Saint-Jean. Ce qui l'a amené à Picogan, c'est l'amour. Aujourd'hui, il est nouvellement papa avec sa conjointe, qui est de la communauté. Il nous a dit, entre autres, qu'ici, on parle pas beaucoup des projets de mine en cours. Peut-être que c'est parce que c'est tabou. Peut-être que les gens n'ont pas envie d'en parler parce qu'ils savent justement que ça risque de créer peut-être des chicanes, puis c'est peut-être pas nécessairement ce que le monde cherche. Là. J'ai vraiment l'impression qu'ici, on tend plus vraiment... on essaie d'éviter les divisions le plus possible. C'est vraiment pas simple. Puis les opinions par rapport à l'exploitation du territoire peuvent varier au sein même des mêmes groupes d'âge. Fait qu'il n'y a rien de vraiment unanime. Il n'y a personne qui a vraiment la même opinion par rapport au sujet de l'exploitation du territoire. Puis c'est sûr que faut pas penser que tous les Autochtones sont pour l'exploitation du territoire, puis faut pas penser non plus l'inverse. Est-ce que tu as l'impression qu'en ce moment, l'Abitibi s'en va dans la bonne direction, qu'on va laisser un territoire agréable, mettons, aux prochaines générations? Non, je suis pas certain. Je pense que les projets qui occasionnent des dommages sur le territoire passent trop facilement. On parle d'argent. Fait que ça dépend de comment que cet argent-là est utilisé. J'ai entendu dire récemment que c'est quand même paramétré, l'argent qui est donné. Fait que c'est sûr que si on peut pas faire nécessairement tout ce qu'on veut avec, ben c'est pas si utile que ça finalement. Là. De la manière que ces retombées-là pourraient être super utiles, c'est que si on les utilise justement pour se créer en fait une autonomie financière, soit en faisant des investissements qui nous redonneraient de l'argent après ça pour faire à peu près tout ce qu'on veut. Puis avec le temps, ben on dépendrait plus nécessairement des minières, fait qu'on serait plus obligé de tout le temps dire oui pour avoir des miettes. Là. Ouais, avoir nos propres projets qui sont basés sur nos propres valeurs, sur notre propre vision. Steve Mathias et Henry Rogers, l'ancien et le présent chef de la communauté de Long Point, nous ont tous les deux parlé d'un plan qu'ils ont élaboré puis qui pourrait peut-être ouvrir une collaboration avec les différentes industries qui exploitent le territoire pour que ça se fasse, entre autres, selon leurs valeurs. Et j'adore le nom qu'ils ont décidé de lui donner. The plan is called the master plan. And this involves working, I guess, cooperatively with the mining company. C'est une réconciliation économique, ce plan-là. Notre plan est basé sur différentes stratégies. Les projets qu'on veut et qu'on va vouloir supporter doivent respecter notre mode de vie traditionnel. C'est non négociable, et c'est incontournable aussi. Et l'autre aspect, c'est on fait référence dans notre plan de l'avenir puis aux bénéfices des 7 prochaines générations. Les écosystèmes, on exige que les Anishinaabe prennent en contrôle cet aspect-là. Tu sais, notre territoire est assez riche en lacs, en eau, en rivières. On a des sites formidables sur notre territoire. Tu sais, le tourisme, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre beaucoup plus d'emphase dessus. On n'est pas contre tout le développement. Là. On prend ce qu'on a de besoin, puis on le partage aussi. Tu sais, faut penser aux autres aussi. Mm-hmm. Puis quand je dis aux autres, c'est pas juste les gens qui sont sur le territoire, mais les 7 prochaines générations aussi. Il faut avoir une vision à beaucoup plus long terme pour que le partage se fasse d'une façon beaucoup plus équitable. Pas juste pour les gens de Long Point, mais sur l'ensemble des gens avec qui on cohabite, avec les gens qu'on partage notre territoire avec, les Abitibiens, les Témiscamiens. On a tout intérêt là, de travailler ensemble puis de protéger notre territoire. Retrouver un contrôle sur des projets d'exploitation, y participer activement en surveillant les impacts environnementaux, créer des emplois,
prendre juste ce dont on a besoin en pensant aux 7 prochaines générations, redistribuer la richesse plus équitablement puis décider où on réinvestit ensuite l'argent dans les communautés, je dois vous avouer que ça faisait une méchante belle conclusion pour cet épisode-là. Il me semble que ça sonne comme un projet rassembleur et porteur d'espoir. D'écouter la voix des premiers peuples, leur savoir et leur expérience du territoire pour effectuer cette fameuse transition-là, en restaurant les erreurs du passé, c'est pas ça les bases pour aller dans la bonne direction? Mais comme plusieurs vous l'ont dit dans cet épisode, les rapports entre les Anishinaabe et l'industrie minière, c'est une question complexe puis les avis diffèrent. C'est impossible d'en faire un portrait clair, comme on trouverait illogique d'essayer de faire un portrait unanime dans des villages allochtones. Ces relations-là entre des compagnies minières multinationales qui ont des intérêts financiers partout sur la planète et des communautés Anishinaabe qui ont des valeurs et des réalités complètement différentes sont pas toujours évidentes, puis c'est un équilibre difficile à garder, comme nous expliquait Benoît Croteau l'autre jour à Picogan. C'est tough. C'est pas des négociations faciles, surtout quand on dit aux compagnies minières qui sont sur notre territoire et que l'on veut des redevances. La pilule passe moins bien, un peu, en général. Mais on a des ententes. Fait que la pilule, elle passe. Je serais pas contre que la communauté puisse être un jour promoteur d'un projet. Mais dans son ensemble, je suis contre. La communauté n'est pas une business. C'est un organisme qui s'occupe de la communauté, du village, des soins de santé. Oui, on a un organisme qui fait du développement économique, mais ils sont là pour développer les entreprises. Parfois sont conjointes, parfois sont indépendantes, mais de là à être les responsables de tout ce qu'on prend le développement minier, mettons, je compte. Quel genre d'exploitation du lithium, puis pas juste la mine comme telle, mais qu'est-ce qui ferait en sorte que vous seriez vraiment confortable d'avoir une exploitation comme ça sur le territoire? Je pense qu'on peut pas être parfaitement confortable. C'est pas vrai, là. Mais, tu sais, on est content que nos gens travaillent là-bas, là. Tu sais, la communauté, il y a un beau développement économique qui se fait, il y a des gens qui se développent personnellement aussi, puis ça, c'est vraiment cool, c'est pas loin, ça, c'est bien. Que la communauté puisse avoir une espèce d'autonomie au niveau des richesses aussi, c'est important. Mais, tu sais, parfaitement confortable, non, je pense pas. Je crois pas que l'avenir est électrique à 100%, j'y crois pas. Mais je crois que c'est essentiel. C'est un peu ce qui me rend un peu ambigu sur l'exploitation de ça, tu sais. Demain matin, si tout est électrique, là, comme le plan Legault, la demande énergétique va augmenter. On va vouloir faire d'autres barrages sur d'autres rivières. Puis pourquoi pas en faire un peu plus puis en vendre aux Américains, qui eux autres aussi vont avoir un besoin énergétique parce qu'ils vont avoir beaucoup de véhicules à batterie. Tu sais, il va y avoir des mines qui vont se créer ou qui vont avoir des endroits à ciel ouvert, des nouvelles mines à ciel ouvert pour extraire le graphite. Puis là, le lithium, va-tu prendre le bord? Le prix du lithium, va-tu chuter au point pour que les compagnies ferment puis qu'ils fassent comme déjà, tu sais, elle a fait 2 fois faillite, Québec Lithium, là. Puis les gens, là, ils nous ont convaincus que c'était parfait, là. Tu sais, Sayona, je pense qu'ils ont un rein plus solide que les 2 autres avant, là. Mais tu sais, jamais 203, là. Fait que je le sais pas. La seule certitude que j'ai, c'est qu'il n'y en a pas, tu sais. Il n'y a pas de certitude. Donc, si vous vouliez terminer cet épisode-là avec une certitude, vous allez être déçus. J'ai comme l'impression que c'est très nous, ça, les Allochtones, de vouloir une conclusion parfaite, des solutions, des catégories, des vérités absolues. Mais je pense qu'il faut accepter que ces questions-là sont souvent plus grandes que nous-mêmes, puis que ça nous dépasse. Puis ça, c'est une des choses extraordinaires que j'ai pu apprendre en faisant cet épisode-là.
Je pense qu'on est plusieurs à avoir beaucoup de questions en suspens, puis à se demander dans quelle direction on devrait aller. Tout ce que je nous souhaite, c'est qu'on puisse un jour prendre, ensemble, les bonnes décisions pour que les 7 prochaines générations puissent vivre du territoire comme on l'a vécu, et comme les Anishinabés l'ont fait des millénaires avant notre arrivée ici. Dans le prochain épisode, je vais me rendre dans des communautés allochtones qui sont elles aussi directement concernées par la course au lithium. Des villages divisés, mais d'autres aussi qui accueillent avec enthousiasme les projets de mine à ciel ouvert. Je vais également rencontrer des membres de ma famille qui sont aux premières lignes du boom minier. Vous venez d'écouter le 2e épisode d'Au Pays des Cratères. Kichimidwech aux personnes entendues dans cet épisode: Tom Mapachi, Alex Ruperthouse, Julie Mowat, Mr. Cowboy, Anna Mapachi, Fred Tistabiche, Rachel Tistabiche, Joseph Tijo, André Mowat, Rose Mapachi, Toby Tistabiche, Edouard Tistabiche, Benoît Croteau, Steve Mathias, Henry Rogers, Diane Paulson, Frank Paulson, Mike Wabadejig, Jimmy Hunter et Darren Germain. Un midwatch tout spécial également à Cassandra Pichette, Lise Thibodeau, Johnny Wild et Henri Jacob pour le coup de main à la coordination des enregistrements. Scénarisation, réalisation et prise de son, Élise Lambert et Gaël Poirier. Conseil au contenu, Sonia Bonspil-Boileau et Richard Desjardins. Niawan et merci. Production, montage et lecture des communiqués, Élise Lambert. Narration, Gaël Poirier. Traduction, Annick Wild et Pateso Moukache. Enregistrement des voix, Gabriel Poirier-Lemoine. Musique originale, Monsieur Saturne. Musique additionnelle, Saratoga. Conseil à la composition musicale, Claudie Bertounesque. Conception sonore, Mathieu Bourque. Mixage sonore, Luc Boudria. Coordinatrice de projet, service sonore chez Melz, Caroline Bernard. Directeur développement des affaires post-production chez Melz, Raphaël Rainville. Conseil juridique, Vanessa Loubino, Artem. Remerciements spéciaux, Melz, Annie Saint-Pierre, Éric Poirier, ainsi que Thomas Gauthier et Brigitte Voisard. La création de cette œuvre a été rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, Prime et Logique, les Offices jeunesse internationaux du Québec.